Célébration 65 ans de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État rend hommage au père de l'indépendance tout en soulignant la portée particulière de ses 65e anniversaire, marqué par l'accord de paix RDC-Rwanda. Une année du gouvernement souminois de plus en installation, 12 mois plus tard, quel bilan dressé dans différents secteurs de l'exécutif, focus sur le ministère de la fonction publique. Bonne fête d'indépendance à vous, nos fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur la chaîne du repos. Ouvrons la page célébration indépendance de la République démocratique du Congo. La RDC célèbre bien sûr les 65 ans de son indépendance, d'une conquête historique longtemps espérée à une souveraineté souvent mise à l'épreuve. Ce jour symbolise la fin de la domination coloniale belge et le début d'un combat permanent pour l'unité, la paix et le développement. Entre mémoire des héros nationaux et défis, la nation congolaise s'arrête pour réfléchir à son parcours. On fait le point avec Rachel Adasaliwala. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. L'indépendance de la République démocratique du Congo, proclamée le 30 juin 1960, reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire africaine contemporaine. Colonisée par la Belgique dès 1908, après avoir été propriété privée du roi Léopold II sous le nom d'État indépendant du Congo, depuis 1885, le pays a vu naître une conscience nationale dans les années 1950, portée par des mouvements comme la BACO, Association des Bas-Congo de Joseph Kasavubu, et des leaders comme Patrice Emery Lumumba, figure emblématique du nationalisme congolais. La transition fut brutale et précipitée. Après les émeutes de janvier 1959 à Léopoldville, la Belgique accepte d'accélérer le processus de décolonisation. En moins de 18 mois, le Congo passe des colonies à État souverain, sans réelle préparation de structures administratives, politiques et militaires. Le discours historique de Patrice Emery Lumumba, alors Premier ministre lors de la cérémonie d'indépendance, reste gravé dans les mémoires. Un plaidoyer poignant contre les humiliations du colonialisme, en contraste avec les tons conciliants du roi Baudouin et du président Kasavubu. Ce moment marque déjà les premières fissures d'une nation plongée aussitôt dans les crises politiques, des sécessions régionales, Katanga Sud Kasaï et des interventions étrangères. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo célèbre ses 65 ans de souveraineté. Le pays s'est libéré du joug colonial belge. Ce jour du 30 juin rappelle un combat courageux pour la dignité, la liberté et l'avenir d'un peuple. Mais l'indépendance reste un chantier à poursuivre. Construire un Congo juste, fort, en paix et au service de tous ses enfants. Midi et soir, parce que nous étions des nègres, nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades? Les cachons furent brutalement jetés. Ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. 30 juin 1960, 30 juin 2025, la RDC célèbre 65 ans d'indépendance. À l'occasion de cette journée mémorable, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu hommage au père de l'indépendance tout en soulignant la portée particulière de ce 65e anniversaire marqué par le nouvel accord RDC-Rwanda conclu sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Suivez son extrait. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique. Elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal commun et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère. En ce jour de souvenir et d'espérance, j'honore la mémoire de nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir.
Et toujours dans ce chapitre, le président de la République démocratique du Congo a salué l'implication des États-Unis et du Qatar pour l'aboutissement de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Félix Tshisekedi a fait savoir que la signature de cet accord est un tournant décisif pour mettre fin à cette guerre qui a duré plus de 3 décennies. Il a dit dans son message à la nation à l'occasion de la célébration de 65 ans d'indépendance. Regardez. Parlant de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda, Félix Tshisekedi l'a qualifié d'une nouvelle ère de stabilité. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Remercions les partenaires internationaux, Félix Tshisekedi a affirmé. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Clôturant son discours de la fête de l'indépendance, le président de la République a souligné, je cite, « L'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. » Dans son adresse à la nation à l'occasion du 65e anniversaire d'indépendance de la RDC, l'opposant Martin Fayulu a dressé un tableau alarmant sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Le président de l'ECD a, par ses mots, pris acte de l'accord signé entre Kinshasa et Kigali sous médiation américaine, tout en appelant à un dialogue national inclusif pour faire face aux causes profondes de cette crise congolaise. Reportage. L'intervention de Martin Fayulu en ce 65e anniversaire de l'indépendance met en lumière les tensions persistantes dans l'Est du pays. Notre pays est aujourd'hui menacé dans son intégrité même. Plus de 100 localités, y compris des villes majeures comme Goma et Bukavu, sont tombées entre les mains des groupes armés. Le M23 et l'AFC, avec le soutien du Rwanda, terrorisent nos provinces du Kivu. Les ADF sèment l'horreur au nord Kivu. L'Ituri connaît l'occupation des fêtes de certaines zones par l'armée ougandaise. Et dans les Bandundu, aux portes de Kinshasa, la milice Mobondo fait régner la terreur. L'opposant a par ailleurs salué l'accord RDC-Rwanda tout en réclamant un dialogue national inclusif. Ces moments exigent un sursaut. Il est temps de répondre à l'appel de la patrie, pas à celui des intérêts égoïstes. Notre Constitution, à son article 63, nous rappelle notre devoir sacré. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou d'agression extérieure. Cet appel dépasse aujourd'hui les cadres juridiques. C'est une exigence morale, un impératif historique. Alors que notre pays vient de signer un accord de paix sous la médiation des États-Unis, nous prenons acte de la dynamique positive qu'il peut enclencher. Cet accord, bien que perfectible, peut représenter une opportunité de faire taire les armes et de créer les conditions d'un apaisement durable. Disons que son message s'ajoute aux nombreuses voix qui s'élèvent à l'occasion de ce 65e anniversaire dans un contexte où les défis sécuritaires et politiques restent au cœur des préoccupations nationales.
Le secrétaire général de l'ONU s'est exprimé après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine. Antonio Guterres salue une avancée significative vers le désescalade dans la région de Grand Lac. Rachel Adesselwala nous en dit plus. Dans son intervention, Antonio Guterres qualifie l'accord des pas importants vers la paix et la stabilité régionale. Il salue l'implication active des États-Unis dans la médiation, tout en encourageant Kinshasa et Kigali à respecter leur engagement pour que cet accord ne reste pas lettre morte. Pour le chef de l'ONU, la priorité doit être accordée à la protection des populations civiles et au retour à la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, longtemps meurtrie par des conflits armés à répétition. Il exhorte les parties à respecter pleinement les engagements qu'elles ont pris dans le cadre de l'accord de paix et conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité, y compris les cessez-le-feu et l'ensemble des autres mesures convenues. Cette déclaration vient appuyer la pression diplomatique croissante sur les deux États alors que les populations attendent les gestes concrets sur le terrain. Cependant, les Nations Unies, y compris par l'intermédiaire de la MONUSCO, restent pleinement engagées à soutenir la mise en œuvre de l'accord en étroite coordination avec l'Union africaine, les partenaires régionaux et internationaux. Et l'accord signé entre la RDC et le Rwanda marque une nouvelle ère de paix dans la région de Grand Lac. Il permettra désormais à la République démocratique du Congo d'attirer des investisseurs en grand nombre, surtout les Japonais. Une réaction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka faite lors de la clôture du forum d'affaires RDC-Japon à Osaka. Patrick Issot nous en dit plus. Ce pacte serait la résultante d'un engagement politique majeur en faveur d'une paix durable, sans laquelle la dynamique des investissements ne pourrait avoir une assise solide pour une coopération mutuelle avantageuse. Il se dessine à l'instant, mesdames et messieurs, loin d'ici, aux États-Unis d'Amérique, une volonté engagée, celle de décrire une nouvelle page de l'histoire, celle de la signature d'un accord historique en faveur d'une paix durable. En effet, en droite ligne avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de mettre fin aux souffrances innommables des populations congolaises à l'est du pays, les États-Unis d'Amérique ont facilité la matérialisation de l'accord dit du 27 juin 2025. Cet accord, à l'aube de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, marque une nouvelle ère de paix et de développement dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo en particulier. Et dans ce cadre, la route des investissements en République démocratique du Congo devient ainsi assurée aux entreprises japonaises. Je voudrais affirmer sans embâche que ce forum économique a été un franc succès et les recommandations issues des délibérations des travaux au sein des panels sont pour le moins des orientations qui vont guider notre avenir commun. Et toujours dans ce chapitre, le forum d'affaires RDC-Japon a accouché d'une joint venture pour l'exploitation du manganèse. La nouvelle société de cette joint venture portera le nom de Kivuvu. La signature du mémorandum d'entente entre Kirit Ressources Limited et Asia Mineral Limited a eu lieu le week-end dernier à Osaka. Patrick Issot revient. Dans son forum d'affaires RDC-Japon, la première ministre a donné de manière claire la position de son pays. Pour Judith Suminwa, la RDC veut un dialogue franc et constructif avec le Japon qui demeure un partenaire fiable. Ce forum est demeuré une tribune unique par sa portée internationale et la qualité des participants, parmi lesquels les décideurs publics, les institutions financières, les investisseurs privés et les porteurs de projets. Il concourt à offrir à la République démocratique du Congo l'opportunité de présenter sa vision, ses priorités et ses ambitions de développement. Le Japon en est un bénéficiaire et reste un partenaire fiable. Inscrit dans un dialogue politique franc et constructif, notre coopération avec l'Empire nippon reste fondée sur une volonté commune de promouvoir des partenariats publics-privés ambitieux et durables.
La chef de l'exécutif national relève que ce partenariat qu'attend son gouvernement constitue la matérialisation d'une vision claire qui s'inscrit dans la durée. La République démocratique du Congo s'est inscrite dans un processus de transformation structurelle guidé par une vision claire à long terme, comme cela a d'ailleurs été dit, d'ici 2050, les potentiels de secteurs extractifs, agricoles et énergétiques auront été pleinement valorisés dans l'optique de construire une économie diversifiée, à croissance inclusive et à revenus intermédiaires, afin de vaincre la pauvreté et d'instaurer une paix durable sur l'ensemble du territoire national. Le clou de ce forum d'affaires RDC-Japon, c'est la signature d'un mémorandum d'entente qui décrit l'accord entre Kerit Resources Limited, une société de droit congolais, et Asia Mineral Limited, une entreprise japonaise. C'est une joint venture pour l'exploitation du manganèse au Congo central. Elle donnera naissance à Kivuvu, qui signifie espoir, qui aura à créer 2500 emplois. Ce forum, quoique essentiellement économique, a fait une part belle à la culture. La participation de la République démocratique du Congo à l'exposition universelle d'Osaka au Japon était l'occasion de faire valoir son soft power. La culture congolaise, avec ses différentes disciplines, fait la promotion de l'image du pays, des moments forts, surtout avec les œuvres des artistes comme Maître Liolo ou encore le chanteur Papa Wemba. Suivez. À la tête d'une importante délégation constituée des membres de son gouvernement, la première ministre a démarré sa visite par le stand de son pays. L'exposition qu'elle découvre mêle richesse naturelle et culturelle de la RDC. Judith Suminwa va de ce fait rappeler le rôle incontournable que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre le changement climatique, surtout avec ses tourbières. On est le seul pays au monde à avoir les tourbières et donc on est la deuxième forêt en Afrique après l'Amazonie, mais en termes de tourbières, on est les premiers. De la même manière, en termes de ressources hydriques, on est pratiquement à 60%, je pense, si je ne me trompe pas, des ressources de l'Afrique, et un peu moins, mais quand même un pourcentage important pour le monde. Et donc, dans ce cadre-là, nous restons le pays solution qui peut lutter notamment dans le captage du carbone pour la protection de l'environnement au niveau mondial. À cette exposition, la culture congolaise attire de nombreux curieux avec des œuvres des grands artistes, sculpteurs, plasticiens, couturiers et musiciens. Un motif de fierté a souligné Judith Suminwa. Elle n'a pas manqué de rendre hommage à l'artiste sculpteur Liolo, dont ses œuvres ont été découvertes à travers un film projeté dans le stand de la RDC. On a un film avec le sculpteur Liolo, qui est le seul artiste africain qui a eu à rencontrer l'empereur japonais. Et donc, on a même au niveau du musée impérial une œuvre de Liolo, comme nous avons pu le voir dans certains bâtiments en RDC, ici aussi au Japon. Nous avons cette représentativité à travers les œuvres de l'artiste Liolo. L'Expo universelle d'Osaka permet à la RDC de mettre en exergue son soft power, considéré à ce jour comme un levier stratégique dans la promotion de l'image du pays. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires en République démocratique du Congo, a été reçu en audience par le gouverneur du Sud Kivu le samedi 28 juin 2025. En mission dans ce coin du pays, le Marquis y est pour l'évaluation de la situation sécuritaire, mais aussi la mise en place des mécanismes du retour de certaines agences du système des Nations Unies pour assister le déplacé. Suivez. Reçu en audience par le gouverneur de province, Bruno Lemarquis a fait savoir qu'il s'agissait d'une mission humanitaire pour les déplacés de ce coin du pays. Nous sommes ici pour 3 questions importantes à savoir. La question sécuritaire dans le Sud Kivu pour envisager le retour physique des agences du système des Nations Unies. La question humanitaire, car il faut des mécanismes pour l'ouverture d'un couloir humanitaire. Et enfin, avec l'installation provisoire des institutions dans la ville d'Uvira, nous envisagerons un appui aux institutions provinciales. Nos experts vont venir à Uvira pour évaluer les besoins, a indiqué Bruno Lemarquis.
Réagissant à la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les marquis a salué cette action menée sous l'égide des Nations Unies. Comme Nations Unies, nous saluons l'accord qui a été signé hier à Washington. Chaque pas pour la paix est un pas vraiment important. Et nous espérons que ça va porter des fruits et que ça contribuera également au rétablissement dans l'est de la République démocratique du Congo, y compris au sud Kivu. Il est à noter que cette visite s'inscrit dans une démarche positive initiée par le gouverneur de province dont le but de mobiliser une aide humanitaire d'urgence au profit des déplacés internes. Et parlons justice dans ce journal. Le procès de l'ancien ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, s'ouvre ce mercredi 9 juillet devant la Cour de cassation à Kinshasa. Il est poursuivi des faits présumés de détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Tchopo. Le parquet reproche au ministre de ne pas avoir vérifié l'existence de la société Zion Construction, bénéficiaire du contrat, ni contrôlé l'état d'avancement des travaux. Les investigations n'ont permis de localiser ni le site prévu pour la construction, ni les associés de l'entreprise qui font l'objet d'avis de recherche. Et en international, le pouvoir judiciaire iranien a rendu public le dimanche 29 juin dernier le bilan de l'attaque de la prison d'Evin à Téhéran le 23 juin dernier. D'après ce pouvoir judiciaire, au moins 71 personnes ont été tuées dans cet établissement célèbre lors de cette attaque. Suivez. Parmi les personnes tuées figuraient des membres du personnel, des soldats, des prisonniers et des membres de famille en visite. Au total, 71 personnes ont perdu la vie. Les martyrs comprennent des conscrits, des détenus et leurs familles. Les voisins de la prison ont également subi de nombreux dommages. Malheureusement, un grand nombre de personnes ont été blessées, certaines ont été soignées sur place et d'autres ont été hospitalisées. En représailles, l'Iran a tiré plus de 550 missiles balistiques sur Israël, dont la plupart ont été interceptés, mais ceux qui ont réussi à passer ont causé des dégâts dans de nombreuses régions et tué 28 personnes. Une année depuis l'installation du gouvernement souminois, 12 mois plus tard, quel bilan dressé dans différents secteurs de l'exécutif, focus sur le ministère de la fonction publique. Suivez le ministre Jean-Pierre Liao. Si vous me posez la question de savoir l'action phare, je citerai la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. La question du redressement de l'administration publique préoccupe au plus haut point son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a donc, ainsi que vous le savez, placé la réforme du service public, le redressement de l'administration parmi ses axes stratégiques, les axes stratégiques de sa vision. Et la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'est bat tous les jours pour la matérialisation de cette vision. Si vous me posez la question de savoir l'action phare, sans nul doute, je citerai la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec. Nous voulons être dans le triptyque un agent, un poste, un salaire. Ça nous éviterait de retomber dans les travers du passé, notamment avec le phénomène NU, que vous connaissez sûrement, mais aussi le phénomène NP. Nous sommes passés avec l'identification biométrique d'une prétention chiffrée de 1 450 000 plus ou moins de fonctionnaires à un chiffre de 795 000 fonctionnaires certifiés réguliers, mais 645 000 identifiés effectivement. Et nous allons certainement faire un rattrapage de quelques fonctionnaires qui sont encore non identifiés, mais je pense que cette action aura finalement eu un impact réel sur le plan
économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan de l'efficacité de l'administration dans le jour, le mois et les années qui viennent. Nous voulons, dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans le mois, les années qui viennent, rémunérer non pas les numéros matricules, ça c'est très important, mais plutôt rémunérer les travaux accomplis, primer la performance et non pas forcément le fait qu'un fonctionnaire se retrouve sur une liste. Nous allons casser ces laissés-aller afin d'entrer dans une nouvelle ère au sein de notre administration publique. Alors nous sommes en train maintenant de nous battre pour mettre en place le FOMAP, le Fonds de modernisation de l'administration publique, devant nous permettre demain de non seulement moderniser, nous avons commencé les processus ici à Kinshasa, mais ça va s'étendre à travers les provinces, moderniser les cadres du travail, les bâtiments administratifs. Vous avez vu au niveau du territoire, le projet porté par les PDL, et au niveau de villes, de chefs-lieux, eh bien, ça sera les FOMAP. Nous sommes en train d'implémenter un nouveau système de contrôle des présences digitalisées, permettant de savoir exactement si un fonctionnaire est véritablement à la tâche. Concernant le personnel militaire, nous avons des orientations précises. Chaque fois qu'il s'agira de prendre une décision d'amélioration de conditions salariales du personnel civil de l'État, il faut que cela soit transposé automatiquement en faveur du personnel militaire, policier et autres. Lorsqu'il y a un handicap qui s'est créé à vie, eh bien, l'agent militaire, policier, va être pris en charge aussi à vie par la CENSAP. C'est une innovation majeure. Bakisi elokoyo na administration ekokota lobby soki loi eleki na parlement makambo etali ba fonctionnaire contractuel ba jeune oyo baza na ba quartier ba ozalaka na poste numéro matricule te to banda kozwa bango ba banda ko signer ba contrat sur base ba contrat wana ba banda ko sala misala na administration publique ozala une année 2 ans toujours renouveler yango ndambu bango nde ba banda sikoyo ko kombola banzela na biso bango nde ba banda ko lolo na ba pelouse bango nde ba banda ko zala eza ba paysagiste ba éboueur ba banda ko sala ko daler banzela et tout ça pour que mboka na biso échanger image fonctionnaire azaka mototo asala na bureau fonctionnaire ezali pe agent oyo kozala libanda oyo azongingisa mboka to bengi yango dans le poto débureaucratisation ya administration publique. Je vous rappelle le grand titre de ce journal. Célébration 65 ans de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État rend hommage au père de l'indépendance tout en soulignant la portée particulière de ses 65e anniversaire, marqué par l'accord de paix RDC-Rwanda. Une année du gouvernement souminois de plus en installation, 12 mois plus tard, quel bilan dressé dans différents secteurs de l'exécutif, focus sur le ministère de la fonction publique. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis encore une fois. Bonne fête de l'indépendance chez vous. Au revoir et à très bientôt.